Imaginez un instant le scénario suivant. Mettons un citoyen ordinaire vient tout juste d'être élu par sa communauté. La fameuse première journée, là. C'est ça. Notre personne arrive au Parlement, la tête remplie de beaux principes, prête à débattre des lois. Et là, avant même de s'asseoir, le chef de son propre parti lui tend une lettre de démission. Une lettre officielle, signée, mais sans aucune date dessus. Exactement. On lui explique très clairement la règle du jeu. Si jamais cette personne ose voter selon sa conscience, au lieu de suivre aveuglement la ligne du parti, le patron sort un stylo, ajoute la date et c'est fini. La carrière de l'élu est terminée sur le champ. Ça a vraiment l'air d'un mauvais film politique dystopique. On s'entend que ça n'a aucun bon sens. Et pourtant, c'est l'illustration parfaite de la mécanique troublante qu'on va décortiquer aujourd'hui. C'est une image frappante. Et c'est en plein le cœur du problème qu'on explore. Parce qu'on a sur la table une pile de notes de recherche en sciences politiques datées d'avril 2026. Des notes extrêmement denses, d'ailleurs. Oui, très pointues. Les chercheurs se penchent sur un cas d'étude fascinant, soit la Belgique. Et toute leur analyse tourne autour d'un paradoxe qui donne le vertige. Comment est-ce qu'une démocratie occidentale moderne réussit à survivre tout en violant systématiquement sa propre constitution? Avant d'aller plus loin et d'ouvrir ce capot institutionnel, je veux faire une petite précision importante pour notre auditoire. Les documents qu'on épluche aujourd'hui touchent à des enjeux politiques et institutionnels très sensibles. C'est ton avertissement nécessaire, ouais. Le but de notre analyse, c'est absolument pas de prendre parti, de faire la morale ou de critiquer un pays en particulier. On agit simplement comme des traducteurs. On va analyser objectivement les faits et vulgariser les concepts juridiques soulevés dans ces notes. Et le constat qui déclenche toute cette recherche, c'est un électrochoc international. Sur papier, la Belgique se présente comme une démocratie parlementaire classique. Un modèle du genre, même. Sauf que les données récentes racontent une toute autre histoire. L'Economist Intelligence Unit vient tout juste de rétrograder le pays. Ils lui ont collé l'étiquette sévère de démocratie défaillante. Une démocratie défaillante? Ouf, ça fesse! Ouais, avec une note de 7,64 sur 10. Ça fait glisser le pays au 34e rang mondial, l'excluant carrément du club des pleines démocraties. C'est une étiquette lourde à porter. Se faire traiter de démocratie défaillante quand on héberge les institutions européennes, ça pique la curiosité. Qu'est-ce qui explique un tel fossé entre la belle théorie des textes fondateurs de 1831 puis la réalité du terrain? Tout gravite autour de ce que les juristes belges appellent un monstre sacré. C'est l'article 42 de la Constitution. Le monstre sacré? J'adore le terme. C'est quoi exactement cet article-là? C'est la pierre d'assise du système. L'article stipule noir sur blanc que les élus représentent la nation tout entière, pas seulement leur petite circonscription et surtout pas leur parti. Donc, en gros, aucune instruction d'un parti politique n'a de force légale. Exact. Le député est censé être un électron libre qui délibère selon l'intérêt général. La Constitution va même plus loin, avec l'article 58, qui crée une véritable armure, soit l'irresponsabilité parlementaire. Attends. Ça veut dire que si un député se lève un matin et vote contre les ordres de son chef, il ne peut pas perdre son siège. Théoriquement, non. Son siège lui appartient. Il pourrait être expulsé de son parti politique, certes, mais il reste député jusqu'aux prochaines élections. OK, ça, c'est la magnifique théorie. Mais dans les faits? Dans les faits, les notes de 2026 montrent à quel point cette armure a fondu au soleil. Aujourd'hui, la survie politique et financière d'un élu dépend à 100% de la machine partisane. Parce que c'est le parti qui contrôle l'argent et les listes électorales, c'est ça? Exactement. Résultat, la discipline imposée est implacable. Les chercheurs ont sorti une statistique qui donne le tournis. Au sein de la majorité gouvernementale, le taux d'alignement des votes atteint 99,73%. Voyons donc, 99,73 %, c'est pratiquement l'unanimité absolue tout le temps? Tout le temps. Mais c'est statistiquement impossible. Si tu mets 100 personnes brillantes dans une salle pour débattre de lois hyper complexes, ils peuvent pas être d'accord à 99 %. Rendu là, c'est plus de la délibération, c'est du copier-coller. C'est pour ça que la doctrine parle d'un mandat impératif de fait. Le mot « de fait » est crucial ici. La loi ne les oblige pas à obéir, mais la réalité de la structure partisane les y force. Ça vient complètement vider la délibération de son sens, non?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ça rend le débat public purement factice et performatif. On fait semblant de s'obstiner devant les caméras, mais le résultat est décidé d'avance. D'ailleurs, la preuve ultime de ça, ce sont les fameux votes de conscience. Ah, j'ai vu passer ça dans le texte. C'est sur des enjeux éthiques lourds, comme l'avortement ou l'euthanasie, non? Oui. Sur ces questions-là, les chefs de parti vont annoncer aux médias qu'ils octroient la liberté de vote à leurs députés. Juste le fait d'utiliser le mot « octroyer », C'est ça, l'aveu. Si un patron doit octroyer la liberté de penser, ça prouve que la liberté n'est plus le mode par défaut. en lisant cette partie, j'essayais de faire une analogie avec le monde du travail. C'est comme si un conseil d'administration engageait des experts indépendants. Déjà super qualifié, là. Ouais. Mais à la première réunion, le PDG exige qu'ils signent tous exactement le même mémo sous peine d'être congédiés. Quel est le but d'avoir une salle remplie de cerveaux si un seul décide pour tous? L'image est parfaite. Le député n'est plus un représentant souverain, c'est devenu un simple employé discipliné. Bon, ça m'amène à une question logique. Si le Parlement ne décide plus vraiment, où est-ce que le vrai pouvoir s'est caché? Le pouvoir réel a fait ses valises pour les structures hors les murs. Ça se passe dans le cairn, donc le comité ministériel restreint, et surtout entre les mains des présidents de partis. Les politologues les appellent les consuls. Comme dans la Rome antique, et c'est eux qui dictent l'accord de gouvernement. Exactement. L'accord de gouvernement lie les parlementaires comme un contrat ultra rigide. Avant même que les débats ne commencent, le Parlement devient une simple chambre d'enregistrement. Ce qui explique un peu le statut de démocratie défaillante. Oui, parce que quand l'exécutif ne se sent plus contrôlé, l'état de droit s'effrite. Les documents pointent une statistique alarmante. L'exécutif cumule plus de 11 000 condamnations judiciaires non exécutées. Attends, c'est là que ça devient vraiment intéressant. 11 000 jugements ignorés. Surtout lors de la crise de l'asile, oui. On parle des plus hauts tribunaux qui disent au gouvernement « c'est illégal » et le gouvernement qui répond « on s'en fout » 11 000 fois. C'est le symptôme d'un système qui a affaibli ses contre-pouvoirs. La justice est sous-financée avec à peine 0,22 du PIB contre une médiane européenne de 0,31 %. C'est famélique. Et j'imagine que ça s'accompagne d'un contrôle politique ailleurs. Une politisation massive, oui. Environ 10 000 postes administrateurs sont répartis par quota politique et on a l'hypertrophie des cabinets ministériels avec les fameux cabinétaires qui court-circuitent l'administration neutre. Face à 11 000 jugements ignorés et des dés aussi pipés, comment les citoyens réagissent? Ça doit générer un cynisme toxique. Un désengagement total. Malgré le vote obligatoire, la participation politique est évaluée à un maigre 5,0 sur 10. Seulement 22 % des gens ont encore confiance en leurs institutions. C'est catastrophique comme chiffre. Et ça a des impacts réels. Ce manque de confiance mène à un taux massif de 45 % de non-recours aux droits sociaux, comme le revenu d'intégration. Presque la moitié des gens qui ont droit à de l'aide n'en font même pas la demande. Devant un tableau aussi sombre, dysfonctionnel, il y a une question de cause à effet évidente. Pourquoi personne ne met fin à ce système s'il est si brisé? C'est le paradoxe de la survie. Pour l'élite politique, cette fraude constitutionnelle est vue comme un mal nécessaire pour sauver le modèle consociatif belge. Le modèle consociatif, tu peux nous démêler ça? Bien, la Belgique est une société profondément fragmentée. Il y a des grands clivages linguistiques entre flamands et francophones et des clivages philosophiques. Ça a créé ce que les chercheurs appellent une architecture en lasagne. Blocage. Exact. Ça mène à des impasses monumentales. Les notes rappellent que la région de Bruxelles-Capitale est restée plus de 600 jours sans gouvernement de plein exercice. 600 jours, presque 2 ans. Pour éviter que l'État fédéral ne s'effondre, la science politique démontre que la discipline de faire des partis est perçue comme la seule façon de faire voter des compromis impopulaires. Sans cette coercition, rassembler les majorités spéciales requises serait mathématiquement impossible. Je comprends la mécanique, mais je vais faire l'avocat du diable. Donc, pour éviter que le pays n'implose, l'establishment politique a décidé que violer la Constitution était la meilleure solution. C'est le paradoxe ultime de la sauvegarde d'un État. Si on relie ça, la situation globale, c'est la justification classique de la particratie. On échange l'indépendance juridique et le droit pur contre la pacification sociale et la stabilité. Mais si cette pacification justifie le contrôle, comment est-ce que ces partis réussissent à s'immuniser totalement contre la justice?
Normalement, violer un principe constitutionnel, ça devrait allumer des lumières rouges chez les juges. C'est parce que les partis agissent délibérément dans une immense zone grise. Ils refusent d'avoir une personnalité juridique formelle. Ils opèrent comme des associations de faits. Donc, légalement, ce sont des fantômes. Exactement. Et pour gérer leur argent, ils utilisent un système de poupées russes. Ils créent plein de petites ASBL satellites pour l'immobilier ou la recherche, ce qui leur permet d'échapper aux audits globaux. Mais il y a bien un organisme de surveillance, non? Oui, la Commission de contrôle fédérale, mais elle n'est composée que de parlementaires. Ils se jugent eux-mêmes en vase clos. Non, c'est carrément comme des étudiants qui noteraient eux-mêmes leurs propres examens finaux, s'assurant de toujours garder leur bourse d'études. C'est une excellente comparaison, surtout que la bourse est énorme. On parle de 108 millions d'euros par an en financement public, soit 87 % de leurs revenus. Ce cadenas financier bloque l'émergence de nouveaux rivaux démocratiques. Face à ça, certains proposent de constitutionnaliser les partis, de les inscrire dans la loi suprême. C'est une bonne idée. Les chercheurs disent que c'est une fausse bonne idée. Si on les inscrit formellement sans devoir strict, on risque juste de consacrer ce mandat impératif de fait. On viendrait légaliser le problème. Exactement. Certains parlent aussi d'importer le système allemand de litige entre organes, l'Organstreitverfahren, mais ça risquerait d'entraîner une judiciarisation extrême et de paralyser le pays à chaque crise. D'accord. Alors pourquoi les citoyens n'agissent pas? On dépose un recours civil et voilà. Le citoyen ordinaire ne peut rien faire directement. La justice exige un intérêt à agir direct. L'absence d'actio popularis rend les recours de simples citoyens pratiquement irrecevables. Je constate que la porte avant est solidement verrouillée. Mais est-ce qu'il existe une porte arrière juridique pour briser ce monopole? Oui, via ce que les chercheurs appellent l'ingénierie contentieuse devant les tribunaux. Et la clé de cette porte, c'est la Cour constitutionnelle, qui a le pouvoir de censurer les lacunes législatives par omission. Une omission. Donc, attaquer une loi pour ce qu'elle a oublié de dire. Exactement. Le plan d'attaque théorique, c'est d'utiliser la loi du 4 juillet 1989. L'article 15 ter punit financièrement les partis hostiles à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il omet de punir ceux qui violent l'article 42 de la Constitution. Oh, wow! Donc, un juge civil pourrait poser une question préjudicielle pour discrimination par omission? Tout à fait. Et il y a d'autres leviers. Par exemple, faire annuler les clauses de rétrocession ou les élus de reverser une partie de leur salaire au parti, ce qui s'apparente à du financement occulte. C'est du génie juridique. Et ça me ramène aux lettres de démission en blanc dont on parlait au début. Oui. Faire saisir ces lettres non datées par la justice fournirait la preuve matérielle ultime du mandat impératif. D'ailleurs, en 2024, les hauts magistrats ont rédigé un mémorandum inédit, un vrai cri d'alarme contre l'inexécution systémique des jugements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces tactiques judiciaires sont de pure théorie ou des actions en cours? Parce qu'on parle d'armes juridiques puissantes, mais encore endormies. Cela soulève une question importante. Qui aura le courage politique ou l'ingénierie financière, que ce soit des élus frondeurs ou des citoyens organisés, pour porter ce contentieux complexe jusqu'au bout, face à un système qui protège farouchement ses acquis? C'est la question à $1 million. Si on synthétise tout ça pour quiconque nous écoute, comment on résume cette machine incroyable? Les documents démontrent qu'il ne s'agit pas de corruption au sens traditionnel. C'est vraiment une technologie d'État perfectionnée. Un équilibre très précaire où une constitution idéale, l'article 42, a été sacrifiée sur l'autel de la stabilité consociative. Créant en retour cette démocratie défaillante, sclérosée par le pouvoir des présidents de parti. Exactement. Et je rappelle brièvement que notre rôle ici était d'explorer les analyses factuelles des chercheurs sans prendre position sur le système belge. L'objectif, c'était vraiment de rendre ces concepts de droit constitutionnel accessibles et mémorables. Et je pense que les notes de 2026 nous ont fourni un matériel assez exceptionnel pour ça. Tout à fait. Et ça m'amène à laisser notre auditoire avec une réflexion inédite pour l'avenir. Si le modèle belge démontre qu'une société fortement polarisée finit par confisquer le pouvoir démocratique pour forcer le consensus, alors que se passera-t-il dans les autres démocraties mondiales qui se polarisent aujourd'hui à une vitesse fulgurante? C'est une excellente question. Leurs constitutions résisteront-elles ou créeront-elles, elles aussi, leur propre parti tout-puissant de l'ombre pour survivre? C'est matière à réflexion.
Merci chaleureusement à vous de nous avoir écoutés et continuez toujours d'explorer les rouages de notre monde. Habituellement, mettons qu'on admire l'architecture d'un grand édifice public, on s'attend à ce que les plans de construction matchent avec la bâtisse finale. On regarde les fondations sur le papier, les piliers porteurs, puis on se dit que tout ça soutient logiquement le toit, tu sais. Oui, absolument. L'ingénierie suit une logique implacable en principe. Le plan théorique dicte la réalité physique. Si un pilier est dessiné pour soutenir un certain poids, il le fait. Fait qu'imagine une seconde visiter un gratte-ciel où les plans officiels exigent des piliers en acier massif, mais où, dans la réalité de la construction, tout le bâtiment tient debout grâce à un réseau invisible de câbles de tension cachés dans les murs. OK. Puis les piliers majestueux que tout le monde voit en entrant dans le hall, ils soutiennent absolument rien. C'est du pur décor. Un trompe-l'œil gigantesque. Ce serait terrifiant d'un point de vue architectural, mais fascinant d'un point de vue conceptuel. Exact. Sauf que ce trompe-l'œil-là, c'est pas un bâtiment physique. C'est le système politique belge au grand complet. En plongeant dans les sources d'aujourd'hui, on découvre un pays tout entier où la loi suprême dit blanc de manière éclatante et où la réalité politique quotidienne, sur le terrain, elle fait noir. Oui. C'est une contradiction qui devrait même pas pouvoir exister dans une démocratie moderne et pourtant, ça tourne de même depuis des décennies. Bon, décortiquons tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement en Belgique? En fait, on touche ici à une tension majeure, un véritable gouffre en droit constitutionnel. Les documents qu'on a sous les yeux révèlent un affrontement direct puis constant entre la théorie qui veut qu'un élu soit totalement libre de ses choix et la réalité sociologique de ce qu'on appelle la particratie. La particratie. Un gros mot. Oui, c'est un terme qui revient sans cesse dans les analyses juridiques pour décrire le pouvoir absolu, quasi hégémonique des partis politiques en Belgique. Mais avant d'entrer dans la brutalité de cette particratie-là, regardons un peu la théorie. Le fameux plan d'architecture. Sur papier, qu'est-ce qui est censé se passer quand une personne est élue au Parlement belge? Pour ça, il faut remonter à la fondation même du pays. L'article 42 de la Constitution belge, c'est un vestige intellectuel hérité de 1831. C'est fortement inspiré par le philosophe de la Révolution française, Emmanuel Joseph Sieyès. L'idée fondatrice, c'est que les élus représentent la nation entière. La nation avec un grand N. Exactement. Pas seulement la province qui les a élus, pas seulement leur groupe linguistique, puis encore moins le parti qui a financé leur campagne. Une fois élue, la personne est complètement détachée de ses attaches locales ou partisanes pour juste penser au bien commun. C'est beau, philosophiquement parlant. C'est le grand idéal démocratique du 19e siècle. Et lors de la grande révision constitutionnelle de 1993, cette idée a même été renforcée. En termes juridiques, cet article 42 interdit formellement ce qu'on appelle le mandat impératif. OK, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que personne, absolument personne, ne peut dicter à un parlementaire belge comment il doit voter. Le système va même plus loin pour le protéger avec l'article 58, qui garantit l'irresponsabilité parlementaire. Attends, l'irresponsabilité. Voyons donc, ça veut dire qu'ils sont intouchables? Dans le cadre de leur fonction, ouais. Un député peut subir aucune poursuite civile, pénale ou même disciplinaire formelle pour un vote qu'il a émis ou une opinion qu'il a exprimée dans l'hémicycle. Son mandat est strictement personnel. Donc, la théorie pure, c'est que le député écoute les débats, il pèse le pour puis le contre avec sa propre conscience, puis il lève la main de son propre chef. C'est ça, c'est la théorie. Bon. Ça, c'est notre beau pilier décoratif. Parce que si on regarde la réalité documentée dans nos sources, c'est tout le contraire qui se passe. Le député libre s'est rendu une légende urbaine, non? Oui, la réalité, c'est que les partis politiques, qui n'étaient même pas mentionnés dans la Constitution de 1831, ont fini par accaparer tous les leviers du pouvoir. La science politique utilise souvent la typologie du chercheur Anthony King pour décrire ce phénomène-là. OK. Et la Belgique correspond de manière paroxystique à ce qu'il appelle le modèle interpartisan. Attends un peu, qu'est-ce que ça implique concrètement, un modèle interpartisan? Ça change quoi sur le plancher du Parlement? Ça veut dire que le véritable conflit démocratique ne se joue plus entre le gouvernement d'un bord puis le Parlement de l'autre qui serait censé le contrôler. Le vrai conflit, il se joue uniquement entre la coalition des partis au pouvoir et les partis de l'opposition.
Le vrai pouvoir décisionnel a déserté le Parlement. Il est parti où d'abord? Il s'est concentré dans ce qu'on appelle le CAIRM. C'est le Conseil des ministres restreint où siègent les vice-premiers ministres. Et ce CAIRM-là, il est lui-même dicté directement par les présidents de parti. Ah, wow! Donc, le parlementaire devient une simple courroie de transmission. Exact. C'est un peu comme engager un chef cuisinier de renommée mondiale pour son immense talent, pour sa capacité à innover, mais l'obliger chaque soir à réchauffer des plats surgelés qui ont été choisis par le propriétaire du restaurant. C'est une excellente analogie. Puis, mettons que le chef refuse, le propriétaire menace de s'assurer qu'il ne trouvera plus jamais de job dans aucune cuisine du pays. Parce que dans le fond, c'est ça la vraie menace, hein? Comment ils forcent ces élus-là à accepter d'être des simples chambres d'enregistrement? Ce qui est fascinant ici, c'est que le système fonctionne presque exclusivement par la peur de la relégation électorale. Les partis contrôlent la ressource la plus vitale, la composition des listes électorales. Dans un système proportionnel comme en Belgique, c'est la place sur la liste qui détermine si tu es élu ou non. Ouais, ça pardonne pas. Le président du parti a le pouvoir de te reléguer sur ce qu'on appelle des places de combat lors des prochaines élections. Des places de combat. C'est quoi ça, des places de combat? Ce sont les positions au bas de la liste où il est mathématiquement quasi impossible de t'élu, à moins d'un véritable miracle politique. Fait que pour un parlementaire, défier la ligne qui a été dictée par son président de parti, c'est pas juste un acte de bravoure, c'est un suicide professionnel direct. La survie politique dépend de la loyauté à l'appareil partisan, pas à la Constitution. C'est d'une efficacité redoutable. Mais je suis sûre qu'en cas de crise majeure, la dynamique doit changer un peu. Mettons une situation d'urgence où le parti au pouvoir n'a pas la majorité absolue puis où chaque vote compte. Ça forcerait les élus à négocier puis à voter selon leur conscience, non? C'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement ce que les politologues espéraient voir se produire récemment. Mais on a un exemple spectaculaire de l'emprise des partis avec le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès. Le gouvernement Wilmès II. Oui, pendant la pandémie de COVID-19 au printemps 2020, c'est un gouvernement minoritaire, en pleine crise sanitaire mondiale. Théoriquement, l'exécutif aurait dû mendier des voix, chercher des majorités au cas par cas dans l'hémicycle, et les députés auraient dû, en principe, retrouver leur fameuse liberté de vote. Fait que qu'est-ce que les données disent sur cette période-là? Est-ce qu'ils l'ont retrouvée? C'est un désaveu complet de la théorie. Les statistiques de vote montrent que la cohésion au sein des partis a atteint des sommets absurdes. On parle de 99,73 % de cohésion lors des votes stratégiques. 99,73 % mais voyons donc, c'est des scores de régime autoritaire, ça? Ouais. Dans les faits, l'essence du système n'a pas changé d'un iota. Les accords se sont simplement négociés en coulisses, à huis clos, entre les états-majors des 10 partis qui soutenaient ce gouvernement minoritaire de l'extérieur. OK. Et une fois l'accord scellé par les présidents, les députés sont retournés dans l'hémicycle puis ont continué à voter en bloc comme un seul homme. Mais attends, c'est là que je bloque. C'est la définition même d'un conflit d'intérêts institutionnalisé. Si la Constitution interdit formellement le mandat impératif, puis que la doctrine juridique le sait, je veux dire, les experts le voient bien, là. Ah, la doctrine est sévère, je te rassure. Des sommités du droit constitutionnel belge mangent vraiment pas leurs mots. Marc Utendal, par exemple, va jusqu'à parler de pratiques staliniennes pour décrire la discipline imposée par les partis. Stalinienne? C'est pas un petit mot. Non. Et un autre grand chercheur, Wilfred de Vactor, qualifie carrément le rôle décisionnel du Parlement de mythe. Tout le milieu académique sait très bien que le système est hypocrite. Mais d'abord, pourquoi les tribunaux font rien? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi la plus haute cour du pays invalide pas simplement ces lois-là, votées sous la contrainte? Si je signe un contrat privé sous la menace, il est nul devant un juge. Pourquoi une loi nationale échapperait à cette logique-là? C'est une excellente question. Le système qui s'évalue lui-même trouvera jamais de faille dans son propre fonctionnement, on dirait? C'est en plein là qu'on entre dans la véritable ingénierie de cette hypocrisie. Cela soulève une question cruciale sur le rôle des cours de justice. La Cour constitutionnelle belge s'est effectivement penchée sur ce problème-là, notamment dans un arrêt très important en 2016, l'arrêt 130. Et pour s'en sortir, elle a conceptualisé ce qu'on appelle une position de découplage. Un découplage, as-tu? Explique-moi la mécanique de cette affaire-là. Les juges ont créé une espèce de fiction juridique pour séparer la validité strictement formelle d'une loi de son origine sociopolitique. En lisant l'arrêt, on voit que la Cour commence par réaffirmer avec force que le mandat impératif est illégal et inconstitutionnel. Bon, au moins ça. Oui, mais dans le même souffle, elle affirme que la validité d'une loi ne dépend pas des motifs politiques ou de la discipline de vote imposée aux députés en coulisses. Attends une minute. C'est comme dire, oui, c'est illégal de forcer quelqu'un à voter,
Mais le résultat du vote forcé, lui, est tout à fait légal. Ça n'a aucun sens. Fait que peu importe si le président du parti a menacé l'élu de détruire sa carrière, tant que la main du député s'est levée formellement dans la salle, le tribunal considère que tout va bien. C'est exactement ça. Le droit fait le choix délibéré de fermer les yeux sur nos faits sociologiques. Mais comment il justifie une pirouette pareille? C'est un pragmatisme de survie pour l'État, tout simplement. Imagine un instant si la Cour constitutionnelle acceptait d'invalider une loi sous prétexte qu'elle a été votée en respectant une consigne de parti. C'est simple, 99% de la production législative belge depuis des décennies s'effondrerait du jour au lendemain. Ce serait la paralysie totale de l'État puis la fin de la sécurité juridique. Ah, je vois. Fait que la Cour avalise de résultats pour sauver les meubles. Il faut dire qu'il y a une autre dynamique structurelle beaucoup plus cynique qu'explique cette complaisance-là. Il faut regarder qui siège exactement à cette Cour constitutionnelle. OK, éclaire-moi. Qui valide ce système-là? La moitié de ces 12 juges sont d'anciens parlementaires. Et la subtilité, c'est qu'ils sont nommés à vie par une majorité qualifiée des 2/3 du Parlement. Donc, par les partis politiques. Voilà. Comme le souligne le constitutionnaliste Marc Verdusson, les partis politiques contrôlent la nomination des juges qui sont, en théorie, chargés d'encadrer le comportement de ces mêmes partis. C'est le juge et parti, littéralement. Et pour couronner le tout, le droit belge offre une protection incroyable aux partis politiques. Ils n'ont pas de statut de droit public. Ils opèrent sous le simple statut privé d'association sans but lucratif, des ASBL. Quoi? Les organisations qui dirigent le pays ont le même statut légal que le club de soccer de mon quartier ou l'association des joueurs de pétanque? Littéralement le même statut. En se cachant derrière ce statut d'ASBL de droit privé, les partis échappent à un contrôle constitutionnel direct sur leur fonctionnement interne. La Cour constitutionnelle juge les lois de l'État, elle ne s'ingère pas dans la gestion interne d'une soi-disant association privée. OK, là, on arrive dans une zone fascinante. Mettons-nous dans la peau d'un parlementaire qui en a vraiment assez. Il décide de se rebeller, de voter contre son parti sur une loi cruciale. Si le parti n'est qu'une simple ASBL, le député a juste à dire non pour garder sa job, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a des limites à ce qu'une association privée peut faire. En théorie, oui. Et c'est là que se joue une guerre des tranchées juridiques assez féroce. Si un parti décide d'expulser un élu rebelle, l'élu peut aller devant les tribunaux civils ordinaires. Mais le contrôle du juge civil est ce qu'on appelle purement marginal. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller sur le fond de l'histoire, hein? Exactement. Le juge civil va seulement vérifier si l'ASBL a respecté ses propres statuts internes et si elle a respecté le droit fondamental à la défense de l'élu, ce que les juristes appellent l'audi alteram partem. OK, donc la procédure. Voilà. Le juge regarde les procès-verbaux, il s'assure que l'élu a pu parler lors de la réunion de l'association, mais il ne se prononcera jamais sur l'opportunité politique de l'exclusion. Il dira jamais « tel parti a eu tort d'exclure ce député pour ses idées ». D'accord. L'association l'expulse, le parti lui coupe les vivres, le prive de temps de parole officielle, l'isole médiatiquement. C'est rough. Mais il y a une limite fondamentale qu'ils ne peuvent pas franchir, hein? Le siège au Parlement. Absolument. C'est le point de bascule de tout le système, la fameuse ligne rouge absolue. Le parti peut t'expulser de son groupe, mais il ne peut absolument pas te retirer ton siège au Parlement. L'article 42 garantit que ce mandat appartient à la nation. Fait qu'il reste en poste. Oui. Des élus rebelles comme Émir Kir ou Jean-Marie Desdecoeur en sont la preuve vivante en Belgique. Ils ont été chassés de leur formation politique respective avec fracas, mais ils ont conservé leur mandat jusqu'à la toute dernière seconde de la législature en siégeant simplement comme indépendants. L'appareil partisan ne peut pas légalement voler le siège. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le parti ne peut pas te virer du Parlement légalement, la contrainte informelle devient presque physique. Il y a un cas dans les sources qui m'a fait capoter, l'affaire Kim Gables. Ah oui? Ça s'est même rendu jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme en 2019 sous le nom GK contre Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau au juste? Pourquoi on assiste à des scènes dignes d'un film de gangster où on force des signatures de lettres de démission? Pourquoi l'élu ne dit pas simplement non si la Constitution la protège? C'est un cas extrêmement sombre, effectivement, qui montre le dérapage du système. On parle d'une jeune sénatrice qui se retrouve en conflit avec la direction de son propre parti. Elle est convoquée en urgence, le soir, dans les bureaux du parti. Déjà, ça part mal. Elle se retrouve encerclée par les hauts dirigeants. Et là, on parle plus de débat politique pantoute. Sous une pression psychologique intense, on l'oblige à signer une lettre de démission du Parlement.
Puis le pire, c'est que la lettre était déjà toute rédigée à l'avance et non datée. C'est malade, hein? Forcer une signature dans une pièce fermée. Et c'est toute la différence entre la théorie juridique et l'écrasement psychologique. Le droit allemand fait une distinction très utile ici. La différence entre la fractionsdiscipline, qui est une discipline consentie pour faire avancer le groupe, puis le Fractionszwang, qui est une contrainte coercitive et destructrice. OK, je vois la nuance. Comme le parti sait très bien qu'il n'y a aucune base légale pour prendre le siège, il compense par une brutalité informelle. Menace de ruiner la réputation, isolement total, intimidation. L'élu finit par craquer sous la pression humaine puis signe, volontairement, entre gros guillemets, sa propre démission. Le droit interne belge est souvent trop prudent pour réussir à sanctionner cette violence invisible-là. C'est tellement frustrant. Le droit interne est verrouillé par la Cour constitutionnelle, qui fait son petit découplage, puis les tribunaux civils se contentent de regarder si les réunions de l'ASBL étaient à l'heure. C'est exactement comme si, lors d'un match de hockey crucial, l'arbitre principal sur la glace fermait les yeux sur tous les coups de bâton puis l'obstruction, parce qu'il juge que ça fait partie de la culture de la Ligue, tu sais. C'est un peu ça. Et qui pourrait sanctionner ces coups de bâton-là si l'arbitre local refuse de le faire? Mais la Ligue elle-même, depuis les bureaux de révision vidéo internationaux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, mais au niveau européen. Nos sources indiquent que le véritable espoir pour protéger le libre arbitre des élus, il vient de l'extérieur. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH qui siège à Strasbourg, est devenue cette salle de révision vidéo. Face à l'impuissance, ou disons la complaisance des cours nationales, Strasbourg commence à intervenir sérieusement. Sur quoi il se base pour faire ça? La CEDH s'appuie principalement sur deux leviers. L'article 3 du protocole numéro 1, qui garantit le droit fondamental à des élections libres puis à l'expression du peuple, et l'article 10, qui protège la liberté d'expression. Et cette cour-là n'hésite plus à sévir, on dirait. Il y a eu l'arrêt Karassonyi en 2016. Qu'est-ce qui s'était passé en Hongrie pour que Strasbourg intervienne? Dans ce cas-là, des députés de l'opposition hongroise avaient décidé de brandir des pancartes dans le Parlement pour protester. Le président de l'Assemblée nationale, sans aucun processus formel, a décidé unilatéralement de leur imposer de lourdes amendes financières pour indiscipline. Juste de même. Oui. Hein? Et la CEDH est intervenue puis a condamné la Hongrie. Elle a statué que ces amendes étaient purement arbitraires parce que les députés avaient bénéficié d'aucune garantie procédurale ni d'aucun droit de se défendre. C'était un avertissement très clair à tous les parlements d'Europe. La discipline interne ne peut pas être un chèque en blanc pour l'arbitraire contre un élu du peuple. Le message était envoyé, au moins. Puis on continuait dans cette voie-là avec l'arrêt Mugemango en 2020, où la CEDH a condamné la Belgique parce que les assemblées validaient elles-mêmes leurs propres élections. Une autre aberration. Effectivement. Mais il y a un arrêt beaucoup plus récent qui ressemble à un véritable tremblement de terre pour les partis. L'arrêt Tomenko contre l'Ukraine de juillet 2025. Cet arrêt-là change la donne complètement. Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est majeur. La situation en Ukraine était différente de la Belgique parce que la loi ukrainienne permettait explicitement à un parti de déchoir un député de son mandat s'il décidait de quitter sa faction politique au Parlement. Fait que là-bas, c'était légal de voler le siège. C'était légal là-bas, mais la CDEH a tranché dans le vif. Elle a statué que cette cessation prématurée du mandat dictée par le parti était profondément incompatible avec les droits fondamentaux européens. Fait que même si le droit interne d'un pays dit que c'est légal de virer un député de son siège, l'Europe dit non. C'est ça l'immense portée de l'arrêt Tomenko. La Cour de Strasbourg a affirmé noir sur blanc qu'une telle pratique place le parti politique au-dessus de l'électorat souverain. Le siège appartient aux électeurs, par l'entremise de l'élu, pas à l'organisation privée qui l'a parrainé. Ça veut dire que le parti peut plus se comporter comme le propriétaire exclusif de la démocratie, mais quel est l'impact de cette jurisprudence ukrainienne sur un pays comme la Belgique, par exemple? Même si la Belgique ne permet pas légalement cette destitution directe grâce à son vieil article 42, l'arrêt Tomenko fournit un arsenal argumentatif inespéré aux constitutionnalistes belges. La particratie sait désormais qu'elle est cernée. Comment ça? Si un parti belge tente un jour de formaliser ou de durcir ses règles pour légaliser la révocation d'un élu dissident, il va frapper un mur de briques européen. La suprématie légale du parti sur la volonté de l'électeur est désormais proscrite à l'échelle du continent. C'est fascinant de voir à quel point la démocratie belge marche sur un fil de fer extrêmement mince. D'un côté, on a cette ingénierie politique implacable, une particratie qui étouffe le libre arbitre par la menace puis le financement. Mais de l'autre côté,
Cette immense machinerie-là est freinée in extremis par la survie irrévocable du siège de l'élu, puis par le regard de plus en plus sévère de la Cour de Strasbourg. En bout de ligne, le droit belge fait le choix de fermer les yeux sur la cuisine interne des partis pour éviter l'effondrement de l'État, mais il n'a jamais cédé sur le contrôle final du siège. C'est ça, l'arme nucléaire de l'élu. Pris au piège entre les menaces de son président de parti et son devoir moral envers les citoyens, il a toujours le pouvoir ultime de s'asseoir dans son siège au Parlement et de dire non. Et la justice européenne garantit qu'on ne peut pas l'enracher de force. Ça soulève une question fascinante pour l'avenir, je trouve. Une vraie réflexion de fond sur la mécanique du pouvoir, puisque les sources indiquent clairement que la CDH resserre les taux sur la discipline coercitive avec Karatsony, GK puis Tomenko, mais que le système belge exige que les politiciens eux-mêmes votent pour changer la Constitution, ce qui arrivera probablement jamais contre leur propre parti. Non, ça c'est sûr. Bien, imagine un instant le scénario suivant. C'est une idée à méditer pour quiconque s'intéresse au pouvoir réel face à la loi. Que se passerait-il si un groupe de parlementaires dissidents, peut-être très fortunés ou bien soutenus, décidait de mener une véritable guérilla juridique systématique? C'est-à-dire une guerre d'usure basée sur les nouveaux outils européens. Exactement. Imagine s'ils utilisaient cet arsenal européen pour contester systématiquement chaque petite pression informelle. Ils refusent de payer les fameuses rétrocessions de salaire aux partis, ils contestent chaque rétrogradation sur les listes électorales comme une entrave au libre mandat, puis ils portent chaque menace disciplinaire devant les tribunaux civils. Et à chaque fois que la justice belge tente de fermer les yeux, ils font appel jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Pour exiger des sanctions basées sur l'arrêt Tomenko, est-ce qu'une poignée d'élus obstinés pourrait, par simple attrition financière et juridique, provoquer l'effondrement de la particratie sans jamais avoir besoin de modifier la Constitution belge? Ces genres de pensées provocatrices qui montrent qu'au-delà des grandes théories, le droit, c'est aussi une question d'endurance. Pour revenir à notre gratte-ciel du début, les beaux piliers en façade servent toujours à rien, mais on dirait bien que des juges internationaux commencent, un par un, à couper les câbles cachés qui maintiennent l'illusion en place. On va se le dire, en théorie, la Constitution belge crée l'élu le plus libre au monde. Un politicien complètement intouchable qui répond à personne, même pas à ceux qui ont voté pour lui. C'est fou quand on y pense. Oui, c'est vraiment fou. Mais dans les faits, quand on regarde les statistiques de vote au Parlement belge, cet élu présumé libre obéit aveuglement à son parti dans, écoute bien, 99,7 % des cas. C'est pas exactement ce qu'on appelle la grande liberté, ça. Non, c'est clair. Fait, comment un pays peut passer d'une liberté constitutionnelle absolue sur papier à l'une des machines politiques les plus rigides et contrôlées au monde en pratique? Mais c'est exactement le paradoxe qu'on décortique aujourd'hui. Et pour plonger là-dedans, on s'appuie sur une montagne de documents assez fascinants. On a épluché des analyses de droit constitutionnel, des rapports très critiques du Gréco. Le fameux groupe contre la corruption, c'est ça, hein? Exactement, le groupe d'État contre la corruption du Conseil de l'Europe. On a aussi regardé des jugements clés de la Cour constitutionnelle belge et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on croise tout ça avec des études de sciences politiques sur la mécanique électorale belge. Fait que notre mission pour cette analyse en profondeur, c'est vraiment de comprendre l'énorme fossé entre le texte d'origine rédigé en 1831 et la réalité de la politique d'aujourd'hui en 2026. C'est un grand écart monumental et pour bien le comprendre, je pense qu'il faut vraiment remonter aux sources. Mettons le cap sur 1831 alors. La Belgique vient tout juste de naître et les rédacteurs de la Constitution inventent ce que les juristes appellent un monstre sacré, à savoir l'article 42. Ouais, un article qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai vraiment l'impression, en lisant nos sources, qu'ils venaient de se débarrasser d'un roi autoritaire et qu'ils avaient une peur bleue, mais vraiment bleue, de recréer un système où quelqu'un pourrait dicter sa loi aux députés. C'est ça. Le traumatisme lié à l'autoritarisme du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, c'est le vrai moteur derrière ce texte. Le Congrès national de l'époque, il voulait concevoir un parlement apathique pur, complètement déconnecté de toute pression. Un genre de penseur indépendant dans sa tour d'ivoire. Exactement. L'article 42, qui s'appelait l'article 32 à l'époque, stipule super clairement que les membres des chambres représentent la nation dans son ensemble, de façon totalement indivisible. Fait qu'ils représentent pas juste leur petite ville ou leur province. Non,
Pas du tout. Il représente l'idée abstraite de la nation. C'est l'interdiction formelle de ce qu'on nomme le mandat impératif. En gros, personne, absolument personne, ne peut légalement donner un ordre de vote à un élu belge. Ce qui était une idée super romantique au fond. Le politicien qui agit selon sa propre conscience pour le grand bien de la nation. Ouais, vu comme ça, c'est noble. Mais quand on lit un peu entre les lignes de nos documents, ce grand idéal cache une réalité beaucoup plus cynique, non? À 100 Tu sais, les rédacteurs, ils voulaient pas seulement protéger l'élu du roi, ils voulaient surtout le protéger du peuple. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On parle d'un système de suffrage censitaire. Mettons ça en mots simples pour ceux qui nous écoutent. Le suffrage censitaire, ça veut dire que seuls les hommes très, très riches avaient le droit de vote. Exact. La bourgeoisie francophone qui rédige ce texte, elle se méfie profondément des masses populaires. Elle les juge volatiles, incontrôlables. Fait qu'en inventant cette notion abstraite de nation, il coupe le cordon avec la rue. C'est exactement la stratégie. Le parlementaire de 1831 s'est pensé comme une sorte d'aristocrate de l'esprit. Il débat sereinement, loin de la pression populaire. Il est intouchable. Et c'est d'ailleurs renforcé par l'article 58 de la même Constitution. Ça garantit une immunité totale pour les opinions émises et les votes au Parlement. On ne peut pas poursuivre un élu pour ce qu'il dit dans l'hémicycle. OK, j'aime bien faire des analogies. C'est un peu comme s'asseoir pour jouer aux échecs avec le livret de règles officiel du 19e siècle. Ouais. Les pièces bougent selon des principes super nobles. Mais là, on fait un saut dans le temps. La société change, le suffrage universel arrive, et tout d'un coup, le gars en face de nous, il joue plus aux échecs. Joue à autre chose, c'est clair. Il joue au Monopoly, et c'est lui qui contrôle la banque. Les règles officielles de 1831 n'ont pas changé du tout, mais le jeu sur le terrain n'a plus rien à voir, parce que les partis politiques ont pris le contrôle total. Ton analogie du Monopoly est parfaite. Le passage au suffrage universel, ça a rendu complètement impossible la politique de notable, où tout le monde se connaissait dans des petits cercles. Tu peux plus faire campagne en serrant juste la main de 50 bourgeois locaux. Exactement. Pour organiser des millions de nouveaux électeurs, il a fallu créer des machines électorales de masse. Et c'est là qu'est née la fameuse particratie belge. Le règne des partis, voilà. Et le centre de gravité du pouvoir, il a tout simplement déserté l'hémicycle du Parlement. Aujourd'hui, les véritables décisions, elles se prennent au sein de ce qu'ils appellent le cairn. Attends, le cairn, on explique ça comment? C'est le Conseil des ministres restreint, les poids lourds du gouvernement. Mais surtout, et c'est là le vrai pouvoir, les décisions se prennent à huis clos dans les bureaux des présidents de parti. Fait que le Parlement n'est qu'une façade. Mais attends un instant, là-dessus, il y a un détail dans nos sources qui m'a vraiment fait sursauter. Vas-y. On parle des présidents de parti, ces gens qui décident du budget de l'État, qui nomment les ministres, qui ont littéralement un pouvoir de vie ou de mort sur les lois. Ouais, les faiseurs de rois. C'est ça. Et pour part juridiquement parlant, ces partis opèrent avec le même statut légal que genre le club de pétanque ou la ligue de hockey de mon quartier. Je sais que ça paraît absurde, mais oui, ce sont souvent de simples ASBL, donc des associations sans but lucratif de droit privé, ou même dans certains cas, de simples associations de faits. Mais comment c'est possible pour des entités qui gèrent un pays? Le contraste est saisissant, surtout si on compare ça avec un pays comme l'Allemagne. En Allemagne, la Constitution encadre très, très strictement le rôle et le fonctionnement démocratique interne des partis politiques. Ils ont des balises claires. Oui. Mais en Belgique, la Constitution d'origine de 1831 ignorait complètement l'existence même des partis. Fait que le système a proliféré dans cette espèce de zone grise juridique. C'est le Far West. Un peu, oui. Les partis brassent des dizaines de millions d'euros de dotation publique chaque année, mais ils opèrent sous un voile de droit privé. Ça leur permet d'échapper à une tonne de règles de transparence qui s'appliquent normalement aux institutions publiques. Ce qui explique pourquoi la Belgique se fait régulièrement taper sur les doigts à l'international. Exactement. Dans les documents, il mentionne la fameuse procédure de non-conformité, la règle 32 du GRCA. Honnêtement, pour un pays d'Europe de l'Ouest, se faire sanctionner diplomatiquement parce que ces partis politiques refusent de jouer franc jeu sur la transparence de leur patrimoine ou sur l'enregistrement des lobbyistes, c'est quand même fou. C'est fou, mais le système se protège lui-même. Tu sais, le GRCO demande des lois de transparence plus sévères, mais la question, c'est qui vote les lois en Belgique? Le Parlement. Et qui contrôle le Parlement? Les présidents de ces mêmes partis opaques. Voilà.
Ils freinent des quatre fers pour maintenir ce système de redistribution discrétionnaire des ressources. Ils veulent garder le contrôle sur les échanges d'influence sans avoir à rendre des comptes publiquement. C'est lourd comme constat, ça adresse un portrait presque mafieux, tu sais, comme si une poignée d'individus avait complètement court-circuité la démocratie. Ça donne cette impression-là, oui. Sauf que les études de sciences politiques qu'on a lues, elles nous forcent quand même à nuancer. On a ce chercheur, Aaron Linfart, qui parle du fameux modèle consociatif. Ah oui, un concept clé pour comprendre la Belgique. Si je traduis ça en langage simple, dites-moi si je me trompe, mais la Belgique, c'est un pays qui est tellement divisé. T'as les Flamands d'un côté, les francophones de l'autre, sans parler des gros clivages sociaux philosophiques. Ouais, c'est un millefeuille de division. Fait, si chaque député votait librement selon l'humeur de sa base locale chaque matin, le pays exploserait en 5 minutes, non? C'est exactement l'argument des défenseurs du système. La particratie, elle est née d'une nécessité vitale de pacification. Pour éviter la guerre civile, au fond? Presque, ouais. Dans une société aussi fragmentée, il faut que les élites puissent s'enfermer dans une pièce, négocier âprement pendant des jours ou des mois et en sortir avec un compromis global qui tient la route. Et pour que ce compromis tienne? Ben, les présidents de parti doivent avoir la garantie absolue que leurs troupes au Parlement vont voter pour le texte, même s'il contient des concessions qui sont super impopulaires auprès de leurs propres électeurs. Fait que sans cette discipline de fer, les conflits se régleraient dans la rue au lieu de se régler au sein du gouvernement. C'est la théorie du moindre mal. La stabilité du pays exige que les députés obéissent. Ce qui nous amène à la mécanique pure de la chose. C'est là que ça devient vraiment croustillant. Si l'élu est juridiquement protégé par l'article 42 et qu'il peut techniquement voter ce qu'il veut, le président du parti doit forcément avoir un moyen de pression existentiel pour le forcer à obéir. Il en a un. Et il est redoutable. C'est le contrôle des listes électorales, hein? C'est le nerf de la guerre. Le système proportionnel belge fonctionne avec des listes. Quand un citoyen va voter, la plupart du temps, il vote simplement pour le logo d'un parti. Il coche sa case en haut de la liste. Exact. Le parti, lui, il a déjà classé ses candidats dans un ordre bien précis avant l'élection. Si le président vous place en tête de liste ou à une place qu'on appelle une place de combat stratégique, ben, vous allez presque assurément être élu grâce au pot commun des votes récoltés par le parti. Et à l'inverse, si le président du parti décide de vous reléguer en bas de la liste ou carrément de vous railler, votre carrière est terminée, point final. Vous n'avez aucune chance d'être élu tout seul. fait que c'est le pouvoir absolu sur la survie professionnelle du député. Totalement. D'où cette statistique avérissante qu'on mentionnait au début. 99,73 % de loyauté lors des votes gouvernementaux importants. C'est presque nord-coréenne comme score. Bien, ça montre que le Parlement n'est plus du tout le lieu où l'on débat pour convaincre l'autre camp de changer d'avis. C'est rendu une gigantesque chambre d'enregistrement. Oui, on valide publiquement ce qui a été négocié et verrouillé des semaines à l'avance par les chefs de parti. Le vote dans l'hémicycle, c'est devenu une formalité presque chorégraphiée. La discipline partisane a complètement phagocyté le mandat libre imaginé en 1831. Mais mettons-nous dans un scénario de rébellion. Imaginons un député qui se lève un matin et qui dit « Tu sais, non, ma conscience m'empêche de voter cette loi-là. L'article 42 de la Constitution est de mon côté, je vote rouge au lieu de vert. » Ouf, mauvais choix de carrière. J'imagine que le parti va pas juste lui envoyer un petit courriel de déception, ils doivent le détruire politiquement pour faire un exemple pour les autres. Les représailles sont chirurgicales. On le voit super bien dans nos sources avec des cas célèbres. T'as le cas du sénateur Jean-Marie de Decker dans les années 2000 ou le député Jean-Luc Cruc beaucoup plus récemment. Qu'est-ce qui leur arrive concrètement? Dès qu'il y a rupture de la discipline sur un enjeu majeur, le couperait tôt, instantanément. Exclusion immédiate du parti. Aïe! Perte des budgets de fonctionnement qui sont liés au groupe politique. Retrait des sièges intéressants dans les commissions parlementaires où tu as de la visibilité. Et bien sûr, l'assurance absolue de ne jamais figurer sur un prochain bulletin de vote de ce parti-là. Fait que tu fais un isolement total. Mais c'est ici qu'on trouve l'anomalie la plus savoureuse de tout ce dossier, je trouve. Ah oui, la fameuse anomalie. L'appareil politique peut exclure le député, le priver de moyens, l'humilier publiquement, mais il ne peut pas lui enlever son siège. Non, ça c'est la ligne rouge. Parce que le parti n'est qu'une ASBL privée, alors que le siège appartient à la nation, selon le bon vieil article 42. C'est littéralement comme si ton employeur te mettait à la porte avec fracas, mais que tu avais le droit constitutionnel de garder ton bureau au centre de l'entreprise. Ah, ouais. De continuer à assister à toutes les réunions de direction et de toucher ton salaire jusqu'à la fin de ton contrat. C'est fou. La métaphore est vraiment parfaite.
Le mandat public survit toujours à l'exclusion du club privé. L'élu devenu dissident, il va simplement terminer la législature en siégeant comme indépendant. Donc, l'article 42 sert quand même à quelque chose. Oui, c'est la preuve que ce n'est pas juste une décoration historique poussiéreuse, il a encore des effets juridiques réels de protection ultime pour l'individu. OK, mais si on pousse la logique de ça jusqu'au bout, si on sait, et que tout le monde sait publiquement, que 99 % des lois sont votées sous la menace pour la carrière des élus, est-ce qu'on ne pourrait pas juste contester la loi elle-même? Comment ça? J'imagine très bien un citoyen ou une ONG aller devant un juge et dire « Regardez, cette nouvelle loi fiscale ou environnementale doit être annulée. » Parce que les députés qui l'ont votée n'étaient pas libres de leur choix. Ils avaient un genre de fusil politique sur la tempe. L'argument est super pertinent. Et d'ailleurs, il a déjà été tenté devant les tribunaux. Ah oui. Et qu'est-ce que la justice a dit? La réponse de la justice belge est fascinante. La Cour constitutionnelle, particulièrement dans un arrêt super important, l'arrêt 13-20-2016, a catégoriquement refusé d'ouvrir cette boîte de Pandore. Elle refuse d'intervenir. Mais voyons donc, comment un juge constitutionnel peut-il justifier de fermer les yeux sur une violation aussi évidente de l'esprit de la Constitution? Par l'instinct de survie de l'État, tout simplement, la Cour opère une distinction très, très stricte entre la réalité sociologique, donc les pressions du parti en coulisses, et la forme juridique du vote. Fait qu'il regarde juste l'acte physique de voter. C'est ça. Pour la Cour, si le député a appuyé sur le bouton vert dans l'hémicycle selon la procédure officielle prévue, le vote est valide. Le juge s'interdit formellement de sculpter les motifs psychologiques ou les pressions politiques derrière ce vote. Parce que sinon, ça serait le chaos. Exactement. S'il commençait à annuler des lois pour cause de discipline partisane, c'est l'entièreté de la production législative belge des 50 dernières années qui s'effondrerait du jour au lendemain. Ce serait l'anarchie institutionnelle complète. C'est du pragmatisme à l'état pur. On sauve le système et la stabilité au détriment de la pureté du principe démocratique. C'est un compromis juridique, oui. Mais si la Cour constitutionnelle se menotte elle-même sur le fonctionnement interne du Parlement, les citoyens ne sont pas complètement impuissants pour autant, si j'ai bien lu. Non, pas du tout. Les sources montrent que la société civile belge est hyper combative devant les tribunaux. Ils utilisent un outil qui s'appelle le recours populaire, c'est ça? Exact. Le système juridique permet à n'importe quel citoyen d'attaquer une loi qui touche aux élections. Quand les partis politiques tentent de manipuler les règles du jeu électoral à leur avantage, les citoyens répliquent fort. Tu as un exemple précis en tête tiré de nos documents? Oui, un exemple super brillant qui date de 2024. C'est l'arrêt 35-2024. Le gouvernement belge avait fait passer une loi pour que les jeunes de 16 et 17 ans puissent voter aux élections européennes. OK, ça, c'est une bonne chose, a priori. Oui, mais le hic, c'est qu'ils ont rendu ce vote facultatif pour les jeunes. Or, il faut savoir que pour les adultes en Belgique, le vote est strictement obligatoire sous peine de sanction. Ah, fait qu'il y avait deux poids, deux mesures. C'est ça. Et des citoyens ordinaires ont contesté ça devant la Cour en disant que ça violait le principe fondamental d'égalité devant la loi électorale. Et la Cour a fait quoi? La Cour constitutionnelle leur a donné raison sur toute la ligne et a annulé la disposition en urgence. Wow, OK. Fait que les citoyens en gagnent. Oui. Ça démontre que même si la justice ne peut pas empêcher la discipline de vote au quotidien dans le Parlement, elle veille jalousement à ce que les partis ne trafiquent pas la mécanique de base de la démocratie depuis l'extérieur. C'est super intéressant. Mais si la justice interne du pays est limitée dans sa capacité à freiner l'appétit des présidents de partis, la vraie limite, elle doit venir de l'extérieur. Tu penses à l'Europe? Ben oui. C'est là que la Cour européenne des droits de l'homme, la CDH à Strasbourg, entre en scène. En lisant ça, j'ai vraiment eu l'impression que c'est le nouveau bouclier des élus européens contre leur propre parti politique. Totalement. La jurisprudence de Strasbourg est vraiment en train de resserrer les taux autour des particraties européennes. Donne-moi un exemple concret. Prenons l'affaire Carasoni en 2016. Ça se passe en Hongrie. Des députés de l'opposition sortent des pancartes dans le Parlement pour protester contre une loi. Un coup d'éclat classique. Ouais. Sauf que le président du Parlement, qui est issu du parti au pouvoir, bien sûr, décide unilatéralement de leur infliger des amendes salées sur leur salaire. Ouch!
Et ils ont fait appel à Strasbourg, hein? Oui. Et la CEDH intervient et tranche. Elle dit, écoutez, le maintien de l'ordre dans une assemblée, c'est légitime, mais on ne peut pas utiliser des sanctions financières arbitraires sans aucun processus équitable. Parce que ça refroidit la liberté de parole. Exact. La Cour dit que cela viole la liberté d'expression inhérente au mandat de l'élu. Fait que la CEDH trace une première ligne rouge. Vous ne pouvez pas utiliser le règlement interne pour ruiner financièrement vos dissidents. C'est un premier avertissement. Mais le véritable tremblement de terre dans nos documents, c'est un arrêt très récent de 2025. L'affaire Tomenko. Ça, c'est le cauchemar absolu pour les partisans du contrôle total. Ah, l'arrêt Tomenko, c'est monumental. Ça se passe en Ukraine. Nicolas Tomenko, c'est un parlementaire qui décide de quitter son groupe politique en plein milieu de son mandat. Une défection, donc. Oui. Et le droit ukrainien de l'époque permettait à un parti de formellement destituer un élu dans ce cas de figure précis. Attends, il pouvait juste lui enlever son siège? Pur et simplement, le parti lui a retiré son mandat de député. C'est ce qu'on appelle la révocation du mandat. Ce que la Belgique ne fait pas à cause de l'article 42. Exact. Et là, Tomenko va jusqu'à Strasbourg et la CNDH a condamné l'Ukraine avec une sévérité vraiment rare. Qu'est-ce que le jugement dit sur le fond? Le principe fondamental que la Cour établit, c'est qu'une loi qui permet à un parti politique d'annuler le mandat d'un élu, ça place de facto l'entité privée du parti au-dessus de la souveraineté des électeurs. Wow! Le parti ne peut pas défaire ce que le suffrage universel a fait. C'est exactement ça. Même si la Belgique ne permet déjà pas de retirer le siège, comme on l'a vu, on comprend bien que cet arrêt Tomenko envoie un message glaçant à toutes les particraties d'Europe de l'Ouest. C'est une limite invisible, mais totalement infranchissable désormais. Strasbourg dit clairement aux présidents de partis belges, allemands ou espagnols, on observe vos pratiques de très près, vous pouvez imposer une discipline interne tant que vous voulez, vous pouvez exclure des membres de vos associations privées. Mais touchez pas au mandat démocratique. Jamais, n'essayez jamais de légaliser la révocation d'un mandat public. Le droit européen protégera toujours, en dernier recours, le lien direct entre le citoyen et son représentant au Parlement. C'est super puissant comme message. Fait qu'au final, quand on fait la synthèse de cette plongée documentaire, on réalise que l'article 42 de 1831, il est loin d'être mort. Non, il respire encore. Il est en sommeil profond, recouvert par des couches et des couches d'ingénierie politique, de pragmatisme et de survie financière. La loi dit que le député est libre, mais la pesanteur du système l'oblige à marcher droit. C'est un point d'équilibre qui est extrêmement fragile. C'est vraiment la tension permanente entre, d'un côté, la fiction constitutionnelle nécessaire pour préserver l'idée de démocratie et de l'autre, la brutale réalité de la gestion du pouvoir au quotidien. Mais ça nous amène à une réflexion finale. Une réflexion soulevée par certains politologues dans nos sources et que je trouve franchement dérangeante. Je pense savoir où tu t'en vas. On comprend que cette discipline de fer a une utilité pratique en Belgique. Elle maintient le système à flot dans un pays divisé. Mais elle est aussi utilisée pour maintenir le fameux cordon sanitaire. Oui, le barrage systématique contre les extrêmes. Exact. Ça empêche les partis d'extrême droite, particulièrement du côté flamand, d'accéder au pouvoir. Parce que les autres partis s'entendent disciplinairement pour ne jamais s'allier avec eux. Fait que la particratie se justifie souvent comme un mécanisme d'autodéfense de la démocratie. C'est l'argument moral souvent mis de l'avant. Mais le paradoxe est immense. C'est que le remède risque de devenir le poison lui-même. Précisément. Si, pour protéger la démocratie des extrêmes, on crée un système qui est tellement discipliné, tellement opaque, que le Parlement perd complètement son utilité. Où les débats sont juste du théâtre. Voilà. Où les débats servent à rien parce que tout est déjà décidé d'avance dans un bureau par 5 ou 6 présidents de parti, le citoyen finit par se dire que son vote ne compte pas vraiment. C'est le cynisme qui s'installe. Et cette impression de dépossession démocratique, ce sentiment que le système est truqué, est-ce que ça risque pas de nourrir exactement la frustration et la colère qui font monter ces mêmes extrêmes que le système essaie de bloquer? C'est la boucle infernale. C'est la grande question existentielle pour la survie de ce modèle. Et c'est une question qui dépasse largement la Belgique. Une démocratie qui se vide de sa substance délibérative juste pour survivre politiquement. C'est un concept sur lequel absolument tout système politique occidental devrait méditer en ce moment. On pensait vraiment observer un système binaire, un simple affrontement entre la loi et la pratique. Mais on découvre un écosystème ultra complexe où la constitutionnalité, le pragmatisme et la survie politique s'affrontent tous les jours. C'est ce qui conclut notre analyse de ces sources fascinantes pour aujourd'hui. Fait que continuons à nous poser les bonnes questions.
Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, on vous propose un échange vraiment approfondi sur un paradoxe, le paradoxe fondamental du système institutionnel belge. Imaginez une seconde que vous êtes élu pour représenter votre pays tout entier. En honneur, évidemment. Absolument. Et la Constitution de votre pays le dit, noir sur blanc, c'est « vous n'avez de compte à rendre qu'à la nation ». Vous êtes totalement libre de votre vote. Mais le jour où vous décidez de voter selon votre conscience, en désaccord avec votre parti, ben votre carrière politique est instantanément détruite. Oui, c'est la réalité du terrain. C'est ça. Vous êtes expulsé, vous êtes isolé, puis on vous coupe les vivres. C'est exactement le paradoxe de l'article 42 de la Constitution belge. Un article qui interdit formellement, depuis 2 siècles, le fameux mandat impératif, l'idée qu'on puisse dicter à un élu comment voter. Et pourtant, on vit dans une particratie absolue. Fait qu'en tant que chercheuse qui s'est penchée sur la jurisprudence, je soutiens que la pression écrasante des partis politiques viole matériellement cet article 42. Eh bien, je vois les choses sous un angle bien différent. Moi, je fais valoir que la discipline imposée par les partis, mais c'est en fait un outil essentiel. Essentiel, vraiment. Oui, c'est ce qui garantit la stabilité d'un gouvernement dans un système proportionnel qui est très complexe. Et sur le plan strictement juridique, il faut rappeler que l'élu conserve toujours son siège, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que la particratie respecte parfaitement les limites de la Constitution. Mais c'est justement cette frontière-là entre la théorie et la réalité qui m'intéresse aujourd'hui. Pour bien camper le problème pour nos auditeurs, prenons une image simple. Imaginez qu'une entreprise engage un PDG pour la sauver de la faillite. Le contrat stipule que la PDG doit agir dans l'intérêt de toute l'entreprise. Logique. Mais en coulisses, le stagiaire qui a recommandé ce PDG le menace de le faire renvoyer s'il ne lui donne pas le plus grand bureau de l'édifice. Et ça, au détriment du reste des employés. C'est exactement ce qui se passe ici. Le parti, qui n'est au fond qu'une association privée, il s'est substitué à la nation. Il dicte les lois. C'est une image forte, je vous l'accorde. Mais regardez les chiffres. Sous le gouvernement Wilmès II, qui était pourtant minoritaire, un gouvernement où on aurait dû voir des débats enflammés puis des votes libres, le taux de cohésion de vote frôlait les 99,73 %, près de 100 %. C'est pas de la magie, hein? C'est pas de la loyauté spontanée, c'est le résultat d'une machine coercitive redoutable. Fait que pour moi, l'article 42 est devenu une belle vitrine, mais la boutique est vide. Ouais, votre image du PDG est très frappante, mais faut faire très attention à ne pas mélanger les choses ici. Vous décrivez de la sociologie politique, vous parlez de dynamique de pouvoir, de jeu d'influence. Mais c'est la réalité de nos institutions. Oui, mais le droit constitutionnel, il juge pas les dynamiques de couloir, il juge les actes formels, et c'est là-dessus que je m'appuie. Prenez l'arrêt 30-216 de la Cour constitutionnelle belge. C'est une décision vraiment fondamentale. Je la connais bien. La Cour, il dit très clairement que la validité juridique d'une loi, elle dépend absolument pas des tractations ou des pressions politiques qui ont poussé un député à peser sur le bouton vert ou le bouton rouge. Ce qui compte en droit, c'est que l'interdiction du mandat impératif est respectée parce que le parti possède pas le siège. C'est ça la clé. Ah, attendez, je veux être certaine de bien comprendre votre logique, là. Vous dites que tant que le politicien garde sa chaise physique dans la salle du Parlement, la Constitution est respectée, même si on lui a dicté de A à Z ce qu'il devait dire puis ce qu'il devait voter. Exactement, et c'est pas un détail mineur. Regardez ce qui arrive quand un élu défie vraiment son parti. Prenez des figures publiques comme Émir Kikrir ou Jean-Marie de Decker. Ouais, des cas célèbres. Ils ont eu des désaccords profonds avec leur formation politique. Ils ont été exclus de leur parti avec un fracas médiatique énorme. Mais est-ce qu'ils ont été expulsés du Parlement par la police? Non. Ont-ils perdu leur droit de vote à l'Assemblée? Non, je vous l'accorde, ils sont restés. Voilà. Ils ont gardé leur siège et leur salaire jusqu'à la toute fin de la législature. Fait que c'est la preuve irréfutable que la Constitution fonctionne. Il faut faire la distinction entre la discipline politique, qui est vitale pour éviter le chaos budgétaire, et la contrainte juridique formelle qui, elle, est bel et bien bannie en Belgique. Oui, je vois où vous voulez en venir avec l'argument du siège garanti. Mais permettez-moi de vous offrir une perspective un peu différente sur cette supposée liberté. Si on sort des textes pour regarder la mécanique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des sanctions semi-formelles qui ruinent l'élu. Ruine, c'est un grand mot.
pas tant que ça. En Belgique, un parlementaire doit souvent signer des engagements statutaires internes. Il doit rétrocéder une partie de son salaire, parfois jusqu'à 40 de ses indemnités, à la caisse de son parti. S'il dévie de la ligne dictée par le président de parti ou par le CURN, ce petit comité restreint de ministres qui décide de tout à huis clos, ben, il est immédiatement rayé des listes électorales pour le prochain scrutin. C'est le jeu politique. Mais il est politiquement exécuté. Alors, je vous pose la question. Si un élu sait pertinemment que voter selon sa conscience met fin à sa carrière, l'isole financièrement puis l'exclut de la vie publique, est-ce que l'immunité garantie par la Constitution, c'est pas juste une fiction cynique? Mais honnêtement, je n'achète tout simplement pas cet argument-là. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour comprendre ce mécanisme, il faut regarder comment nos voisins allemands conceptualisent tout ça. En droit constitutionnel allemand, on fait une distinction brillante entre la Fraktionsdisziplin, c'est-à-dire la discipline de groupe, et le Fraktionszwang, qui est la contrainte formelle. D'accord, mais on est en Belgique, pas en Allemagne. Les principes se rejoignent. La discipline, c'est organique, c'est l'adhésion volontaire à un projet commun. Vous avez fait campagne sous les couleurs d'un parti, avec le programme de ce parti. Les électeurs, ils ont voté pour ce programme-là. Si du jour au lendemain, vous décidez de faire cavalier seul parce que vous avez eu une révélation personnelle, c'est vous qui brisez le contrat de confiance avec l'électeur. Sauf que... Laissez-moi juste finir ce point. Ce que vous appelez une exécution politique, la menace de ne pas être remis sur une liste, c'est pas une sanction juridique. C'est simplement la reddition de comptes. Mais la Constitution, elle parle pas de contrat avec le parti et l'article 42 dit clairement que l'élu représente la nation, pas la subdivision qui l'a nommé et encore moins l'association privée qui est son parti. Je suis obligé de rappeler ça. En théorie, oui, mais en pratique, comment fonctionne un gouvernement de coalition? Si vous êtes dans un gouvernement avec 3 ou 4 autres partis, vous avez négocié un accord de coalition millimétré. Si un seul de vos députés décide de voter contre le budget parce que sa conscience le lui dicte, c'est tout le budget de l'État qui s'effondre. Le gouvernement tombe. Mais c'est ça la démocratie, le débat? Sauf que les hôpitaux, les écoles, les infrastructures, eux, ils se retrouvent paralysés. La discipline de parti, c'est la seule façon pour une démocratie moderne de garantir qu'une politique publique puisse être financée et exécutée. La Constitution, elle protège votre acte de voter dans l'hémicycle, mais elle n'a jamais eu vocation à vous garantir une carrière politique à vie. Oui, d'accord. Mais si cette discipline de parti est si noble, si elle est juste une question de responsabilité envers les électeurs, comme vous le dites, alors pourquoi on a besoin de l'extorquer par la peur? Par la peur? Là, vous exagérez. Pas du tout. Parlons d'un cas concret parce que ça dépasse de loin la simple non-réinscription sur une liste électorale. Revenons sur la fameuse affaire de Kim Gaebels en 2010. C'est l'affaire qui a mené à l'arrêt européen GK contre Belgique en 2019. On parle pas ici d'une petite tape sur les doigts, là. C'est un cas très particulier. C'est le cas d'une sénatrice élue convoquée dans une chambre d'hôtel par les pontes de son propre parti, dont le président Bart de Wever. On l'a soumise à une pression psychologique énorme pour qu'elle signe une lettre de démission du Sénat qui était déjà rédigée et imprimée à l'avance. Comment pouvez-vous défendre que la Constitution fonctionne quand un parti peut forcer physiquement un de ses membres à s'éjecter lui-même du Parlement? C'est un point fort. Je vous accorde volontiers que l'affaire Gaebels a mis en lumière une zone de tension extrême. C'était un dérapage, mais regardez comment le système a réagi. Le droit belge n'est pas resté aveugle à ça. Depuis, avec les lois de 2023, la procédure de démission parlementaire a été strictement encadrée pour s'assurer que le consentement de l'élu est libre et éclairé. Après une condamnation européenne, oui. Mais le système s'est corrigé. La démission ne peut plus être actée sur un bout de papier griffonné sous la contrainte. Il y a un formalisme rigoureux aujourd'hui. Donc, utiliser un cas extrême, il y a plus de 10 ans, pour dire que l'ensemble du système est pourri, c'est un peu fort. Dans 99 % des cas, le taux de cohésion de vote que vous citiez tantôt, il ne vient pas de la contrainte physique. Il vient du fait que le débat a déjà eu lieu. Déjà eu lieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au lieu de se battre devant les caméras dans l'hémicycle, mais les parlementaires ont leur débat musclé à huis clos lors des réunions de parti. C'est là que les compromis se forgent. Une fois que la ligne est décidée à la majorité au sein du groupe, tout le monde s'y tient en public. C'est l'évolution naturelle des démocraties de masse. C'est la mort du débat public?
Vous semblez toujours ancré dans l'idéal romantique de 1831 où des notables isolés philosophaient dans l'hémicycle de manière totalement indépendante. C'est plus ça la réalité. Aujourd'hui, on gère des politiques publiques d'une complexité inouïe. C'est pas du romantisme, c'est l'exigence de l'État de droit. Et si je vous ramène à la fave Gables, c'est pas seulement pour dénoncer l'acte, c'est pour pointer l'échec monumental de nos propres institutions. Parce que lorsque Mme Gables s'est tournée vers la justice belge pour dire « on m'a forcé la main », qu'est-ce que les tribunaux ont fait? Ils ont appliqué la loi. Ils se sont déclarés incompétents. Les tribunaux civils se sont déclarés incompétents. La justice nationale a refusé d'intervenir. Puis ça, ça nous amène au cœur du problème. Si l'exhibition politique et la contrainte sont si évidentes, pourquoi notre justice est-elle silencieuse? Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que le système est verrouillé de l'intérieur? Là, c'est une accusation très grave, ça. Vous parlez de la justice belge comme si elle était complice de la particratie. Regardez la composition même de la Cour constitutionnelle belge. Sur 12 juges, la moitié, 6 d'entre eux, sont d'anciens parlementaires. Et ils sont nommés précisément selon une clé de répartition politique dictée par les grands partis. C'est ce que j'appelle un verrou structurel parfait. C'est un équilibre. Comment voulez-vous que ceux qui ont construit, profité puis imposé cette particratie pendant toute leur carrière politique décident soudainement de la démanteler une fois assis sur le banc des juges? C'est impossible. C'est pourquoi, dans l'affaire Gelbel, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui a dû intervenir. Le droit belge laissait l'élu totalement désarmé face à la machine partisane. On s'entend que la Cour européenne joue un rôle de garde-fou procédural, oui, mais il ne faut pas se leurrer sur la portée de ces arrêts européens-là, ni diaboliser la Cour constitutionnelle belge. La présence d'anciens parlementaires à la Cour, c'est pas un bug du système, c'est une caractéristique voulue. Voulue par les partis. Ça amène un pragmatisme essentiel. Des professeurs de droit pur, isolés dans leur tour d'ivoire, pourraient très bien annuler des lois entières sous prétexte qu'une consigne de parti était donnée. Si on faisait ça, l'entièreté de l'édifice législatif belge s'effondrerait demain matin. Ces anciens élus devenus juges, ils comprennent la réalité de l'État. Et par ailleurs, vous dites que les tribunaux civils n'ont rien fait, mais les tribunaux exercent un contrôle sur les expulsions de partis. Ils vérifient ce qu'on appelle en droit le principe d'audi alteram partem. D'accord, mais pour nos auditeurs qui lisent pas le latin au petit déjeuner, pouvez-vous clarifier la mécanique de ce principe-là? Bien sûr. Ça signifie simplement le droit d'être entendu. Le juge civil belge, il ne va pas évaluer si la ligne idéologique du parti est bonne ou mauvaise. Il va vérifier si la procédure d'exclusion a été juste. Est-ce que le député a pu se défendre? Est-ce que les statuts du parti ont été respectés? Le juge contrôle la procédure, mais il refuse de s'immiscer dans l'opportunité politique. Et c'est un équilibre brillant. Ça préserve la séparation des pouvoirs. Vous voulez vraiment qu'un juge non élu décide à la place des chefs de parti de la ligne politique à adopter? Non, je veux que le juge protège l'autonomie du représentant de la nation. Vérifier la procédure d'exclusion, c'est comme vérifier si l'orthographe est bonne sur une lettre de licenciement abusif sans jamais regarder pourquoi la personne est congédiée. C'est insuffisant. Et heureusement, la jurisprudence européenne commence enfin à s'attaquer au cœur du problème. Vous pensez à l'arrêt Tomenko? Exactement. Pensez à l'arrêt historique de l'été dernier, l'arrêt Tomenko contre Ukraine de juillet 2025. La CDH a statué qu'un parti peut en aucun cas destituer un élu dissident car ça place le parti au-dessus de l'électorat souverain. Le droit européen regarde cette coercition interne puis commence à tracer une ligne rouge. Le parti n'est pas le maître absolu du mandat. Ah, je connais très bien l'arrêt Tomenko. Mais avez-vous bien analysé ce qu'il signifie pour nous? Ironiquement, cet arrêt-là, c'est la meilleure défense du système belge. Pardon? Comment vous arrivez à cette conclusion? En Ukraine, Mykola Tomenko avait quitté son bloc politique et la loi ukrainienne permettait formellement, légalement, de lui retirer son mandat de député en cours de législature. C'était une destitution légale par le parti. L'Europe a dit « ça, c'est une violation, c'est inconventionnel ». Mais comme on l'a dit depuis le début de cette discussion, en Belgique, la loi permet jamais de retirer le siège. On peut vous expulser du parti, mais vous restez au Parlement. Selon l'arrêt Tomenko, la Belgique est l'élève modèle. Le système condamne la destitution, pas la discipline. C'est une lecture extrêmement littérale de la CDH qui ignore totalement la violence psychologique dénoncée dans GK contre Belgique ou dans d'autres affaires comme Carcassonne. Mais faisons un pas de côté.
Si le système est si parfait, si cet équilibre pragmatique fonctionne si bien pour gouverner le pays, pourquoi la population rejette-t-elle ce modèle de plus en plus violemment? La population est frustrée, c'est vrai, mais C'est le point de bascule de notre époque. La population voit très bien ce petit jeu. Face à des juges qui valident le système, puis des parlementaires qui sont plus que des pouces-boutons à la solde des présidents de partis, les citoyens cherchent des moyens de contourer le Parlement lui-même. vous faites référence aux nouveaux outils de participation citoyenne? Oui, exactement. On assiste à une judiciarisation par le peuple. Les citoyens utilisent ce qu'on appelle l'actio popularis, des recours directs. On l'a vu récemment avec l'arrêt 35-024 de la Cour constitutionnelle sur le droit de vote des jeunes. Des simples citoyens ont forcé l'annulation d'une loi électorale discriminatoire que la machine des partis avait fait passer sans véritable débat. Mais le plus flagrant, c'est l'émergence partout d'assemblées citoyennes tirées au sort. Les commissions délibératives? Oui. On a les commissions délibératives mixtes au niveau francophone. On a le Burger Dialogue en communauté germanophone. Des citoyens ordinaires qui délibèrent entre eux. Si la particulatie était vraiment ce relais démocratique idéal que vous décrivez, pourquoi les citoyens ressentiraient-ils le besoin de s'asseoir à la place de leurs élus? Je vais vous le dire. C'est parce qu'ils ont compris que la représentation classique est morte. Le vrai débat d'idées est étouffé par le mandat impératif de fait. Alors, ils tentent de reprendre le volant. Bien, ces assemblées, comme le Burger Dialogue, sont fascinantes, c'est vrai. C'est intellectuellement très riche. Mais je me dois de repousser poliment cette vision très romantique de la démocratie directe. Il ne faut pas confondre un panel de consultation avec la gestion lourde d'un État souverain. C'est un exercice démocratique pur. Regardons les faits. Ces mécanismes citoyens-là, ils restent dans leur immense majorité purement consultatifs. Et il y a une bonne raison à ça. Gérer un pays, rédiger des lois techniques, faire des arbitrages budgétaires extrêmement douloureux, ça demande un professionnalisme, une constance, puis surtout une responsabilité légale que tirage au sort citoyen peut tout simplement pas fournir. Les gens sont pleins de bonnes idées jusqu'au moment où il faut décider quel impôt augmenter pour les financer. Mais l'existence de ces assemblées prouve que le Parlement fait plus son travail de délibération. Le Parlement fait son travail, mais doit filtrer les demandes infinies de la société. Prenez l'exemple du droit de pétition à la Chambre des représentants, l'article 28 de la Constitution. Aujourd'hui, pour simplement obtenir une audition publique devant les députés, une pétition citoyenne doit récolter 25 000 signatures. 25 000! Ce qui est énorme. Pourquoi un seuil aussi immense? Parce que le temps législatif est la ressource la plus précieuse d'un État. Si on écoutait chaque initiative citoyenne sans filtre, on voterait plus jamais un seul budget. Les partis politiques, avec toutes leurs disciplines puis leurs défauts, mais c'est les seuls acteurs capables d'agréger ces millions de demandes citoyennes divergentes, d'en faire un programme cohérent puis surtout d'en assumer la responsabilité face au corps électoral tous les 5 ans. L'Assemblée citoyenne conseille, oui, mais au final, c'est le parti qui encaisse le choc politique de la dépense ou de la coupure. Le vrai pouvoir engage la responsabilité de l'État, puis ça doit rester dans les mains des élus formels. Et c'est là l'essence de notre désaccord. Vous présentez un argument d'une redoutable efficacité technocratique. Vous nous dites, en somme, que pour que la machine roule, on doit sacrifier l'autonomie intellectuelle de l'élu. Pas sacrifier, encadrer. Pour résumer ma position après cet échange vraiment passionnant, je maintiens que l'interdiction du mandat impératif en Belgique est devenue une grande pièce de théâtre. Oui, vous avez brillamment démontré que le siège physique de l'élu est garanti en droit pur. L'élu ne sera pas expulsé de la pièce par des gardes. Mais si son vote est conditionné par la menace de perdre sa carrière, si les débats sont prédigérés par le fameux cairn, puis si ses finances dépendent de sa soumission absolue au président de parti, l'article 42 est vidé de sa substance. C'est une hypocrisie structurelle. Mais heureusement, le droit supranational commence doucement à resserrer son étreinte sur ces partis qui se croient au-dessus du suffrage universel. Et je conclurai en réitérant que le système belge, avec sa particratie, il est loin d'être parfait. C'est un système parfois rude qui demande de faire passer l'ambition collective du groupe avant les états d'âme individuels. Mais c'est le moteur le plus réaliste d'une démocratie de coalition. Le droit constitutionnel belge maintient une frontière brillante. Il ferme sciemment les yeux sur les pressions partisanes préalables car elles relèvent de liberté d'organisation puis du jeu politique normal. Mais dès que l'élu s'assoit dans l'hémicycle, le droit lui garantit l'inviolabilité de son vote et la conservation de son mandat.
Le système condamne la destitution juridique formelle, mais il condamnera jamais la discipline, car interdire la discipline, ce serait interdire de gouverner. C'est cet équilibre délicat, très pragmatique, qui empêche l'État de sombrer dans l'ingouvernabilité. Que je respecte, même si je le combats. Mais je pense qu'on s'entend aujourd'hui sur un point de convergence crucial. Nous reconnaissons tous les deux que le cadre juridique actuel sanctuarise le siège de l'élu, son mandat survit à l'exclusion du parti. Tout à fait. Là où on reste profondément irréconciliable, c'est sur la valeur véritable de ce siège si le cheminement intellectuel qui mène au vote est contrôlé à l'extérieur de l'hémicycle. En fait, le droit protège le corps physique du représentant, mais il protège très mal son esprit. Ah, c'est joliment dit. La frontière entre la loyauté démocratique envers un programme électoral puis la soumission aveugle à l'appareil d'un parti, c'est une ligne de crête vertigineuse. Et il est clair que la réflexion juridique pour équilibrer tout ça est loin d'être achevée en Belgique. Absolument. Ça nous montre qu'il reste énormément à creuser, tant dans la philosophie de nos textes fondateurs que dans notre compréhension de la souveraineté. Pour boucler la boucle avec notre entreprise de tout à l'heure, les pressions du stagiaire permettent peut-être à l'entreprise de tourner sans trop de vagues à court terme, mais ont-elles tué le jugement de la PDG qu'on avait engagé? C'est une question que chaque électeur et chaque auditeur doit méditer. Une démocratie peut-elle vraiment survivre à long terme si les élus chargés de la diriger ont peur de penser par eux-mêmes? Merci de nous avoir rejoints pour cet échange. On vous laisse réfléchir à tout ça. Welcome to the debate. Imaginez un peu la scène. Vous occupez un poste de très haute responsabilité. Et la loi fondamentale du pays garantit noir sur blanc votre indépendance absolue. Le rêve, tu sais. Ton patron n'a légalement aucun droit de te dicter quoi faire. Exactement. Pourtant, dans les faits, genre 99,73% du temps, vous exécutez exactement ce que ce même patron a décidé. Puis ça, avant même que vous n'entriez dans la pièce. Oui, c'est la réalité de notre système. Ben oui. Donc, on croise aujourd'hui nos perspectives sur l'une des plus grandes fictions juridiques d'Europe, ou peut-être l'un des plus grands exploits d'équilibrisme, ça dépend du point de vue. La question centrale est claire. Est-ce que la particratie belge enfreint l'article 42 de sa Constitution? C'est une question qui touche au cœur même de ce qu'est une démocratie représentative. L'article 42, qui date quand même de 1831, c'est le pilier du système. Il dit très clairement que l'élu représente la nation entière et surtout, il interdit formellement le fameux mandat impératif. C'est ça. Donc, aucun électeur et surtout aucun parti politique ne peut forcer juridiquement un député à voter dans un sens précis. Moi, en tant que légaliste, je suis convaincue que malgré des pressions politiques intenses, l'édifice constitutionnel tient le coup. L'élu conserve son libre arbitre juridique, le droit formel reste intact. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis persuadé que cette indépendance formelle n'est plus qu'un trompe-l'œil. Si on regarde la réalité sociologique, un mandat impératif de facto qui s'est installé. Et ce mandat officieux, il vide l'article 42 de sa substance. Commençons par regarder comment le droit formel est construit. Parce que, la Constitution de 1831 érige vraiment le libre arbitre de l'élu en dogme. L'architecture est brillante. On a l'article 42 d'un côté et de l'autre, l'article 58 qui garantit les responsabilités parlementaires. Concrètement, un parlementaire ne peut jamais, au grand jamais, être poursuivi devant un tribunal pour un vote. C'est genre une armure impénétrable. Une armure de papier, quand on regarde comment les carrières se font et se défont sur le terrain. Attends, laisse-moi te donner la preuve que ça fonctionne dans la vraie vie. C'est l'impossibilité totale de révoquer un siège. Pense à des cas historiques en Belgique, mettons Jean-Marie Dedecker ou Émir Kir. Ah, les exclus. Exact. Des élus exclus de leur parti en plein milieu de leur mandat. Les partis ne voulaient plus d'eux, mais ils ont gardé leur salaire, leur droit de vote et leur siège jusqu'à la dernière minute. Le droit prime toujours sur les statuts d'un parti. Oui, d'accord. Même la Cour constitutionnelle, dans son arrêt de principe 130 de 2016, refuse catégoriquement d'annuler une loi sous prétexte de pression partisane. Pour les juges, la loi est valide parce que formellement, ce sont des élus libres qui ont appuyé sur le bouton. Je vois les choses sous un autre angle. Parce que tu te concentres sur l'exception pour justifier la règle. Oui, un député exclu garde sa chaise, c'est vrai.
Mais comment fonctionne la survie politique au quotidien? Mais par les élections. Exact. Et la théorie de 1831 s'écrase violemment contre la réalité de notre système proportionnel. Les citoyens votent souvent pour des listes de partis, pas juste pour un individu. Et qui contrôle l'ordre sur cette liste électorale, le fameux pool? Ce sont les présidents de partis, on est d'accord. Absolument. C'est un monopole exercé d'une main de fer par des figures omnipotentes, comme Barda Weaver ou Georges-Louis Boucher. Si un député veut être réélu, il doit être bien placé. S'il désobéit, la sanction n'est pas juridique, elle est mathématique. Fait qu'il est relégué plus bas sur la liste. Produit des résultats accablants. Le chiffre de 99,73 % de discipline de vote pour la majorité gouvernementale, il ne sort pas de nulle part. Quand les députés votent à l'unisson comme ça, avant même le débat parlementaire, comment tu peux sérieusement me dire que l'interdiction du mandat impératif est respectée? Le député est devenu un simple presse-buton. Je vois pourquoi vous pensez cela, mais laissez-moi vous donner une perspective différente. C'est un chiffre frappant, je te l'accorde, mais il faut analyser pourquoi cette mécanique existe. Ce que tu décris comme une dérive oligarchique, la science politique l'identifie comme une véritable technologie d'État indispensable au consociationalisme belge. Ouf, le consociationalisme explique un peu ça pour justifier cette discipline. C'est un grand mot, hein? Mais c'est le principe d'un système conçu pour pacifier une société profondément divisée. La Belgique a des clivages communautaires intenses, francophones d'un côté, néerlandophones de l'autre. Si chaque député vote uniquement selon sa conscience ou la pression locale, tu n'arrives à rien. Tu parles des grands compromis. Exactement. Pour forger des compromis asymétriques, comme sur le dossier complexe de Bruxelles-Halle-Vilvoorde, il a fallu des centaines de jours de négociations. Les chefs de parti ont fait des concessions hyper impopulaires auprès de leur base. Et donc, ils ont imposé le vote à leurs troupes de force? Précisément, parce que si l'article 42 s'appliquait dans ta vision puriste, les députés auraient cédé à la grogne locale. Le pays serait resté dans un blocage institutionnel permanent. Cette discipline très stricte, c'est la clé de voûte de l'édifice national. Retire cette loyauté et l'État s'effondre mathématiquement. D'accord, je comprends l'argument de la stabilité institutionnelle. C'est convaincant sur papier. Mais regarde comment le pouvoir a été délocalisé. Ce n'est plus au Parlement qu'on débat. Tu trouves? Absolument. Le centre de gravité, c'est maintenant l'exécutif. Le cairn, le Conseil des ministres restreint, puis les réunions de présidents de parti du lundi matin. Avant, les accords de gouvernement faisaient genre 20 pages. Aujourd'hui, on se tape des contrats hyper détaillés de 300 pages. Ça lie les mains des élus pour toute la législature. La confiance est faible entre les partenaires, fait qu'on met tout par écrit. C'est pragmatique. Oui, mais le coût démocratique est immense, tu sais. La fonction même du Parlement, c'est la délibération. Écouter l'opposition, ajuster une loi. Aujourd'hui, on baigne dans une discipline imposée par la menace sur la carrière. On a un Parlement inféodé qui ne va jamais auditer sérieusement les ministres. C'est vrai que le débat en plénière perd de sa superbe. Mais face à ce système, les citoyens ne sont pas démunis, tu sais. Il y a des recours juridiques puissants. Tu parles du niveau constitutionnel. Oui. Prenons le recours populaire devant la Cour constitutionnelle. Regarde l'arrêt 35 de 2024. C'est un cas d'école magnifique. Les partis de la majorité avaient décidé de rendre le vote facultatif pour les jeunes de 16-17 ans aux européennes, tout en gardant l'amende pour les autres. Une manœuvre purement politique et discriminatoire. Exactement. Et la justice a frappé. La Cour a annulé cette disposition pour non-respect de l'égalité. Ça prouve que les partis ne peuvent pas manipuler les lois électorales dans leurs arrière-boutiques. Quand ils franchissent la ligne de la Constitution, le droit mord. C'est un bon point. C'est une belle victoire de la Cour, c'est indéniable. Mais redescendons sur le terrain local, là où la particratie opère au quotidien. L'attribution des logements sociaux, les marchés publics et la gestion des intercommunales. Les fameuses structures qui gèrent l'eau, les déchets. Oui, et qui brassent des milliards. Les postes de direction y sont attribués par la clé d'Hondt, une formule mathématique qui donne les sièges selon le poids électoral du parti. Fait que 80 % des postes vont à des loyaux soldats du parti. C'est une façon de refléter les équilibres politiques locaux, tu sais. Ça génère surtout un clientélisme aveugle. Et pour les recours dont tu parlais, si un citoyen veut contester une intercommunale, il doit aller au Conseil d'État. C'est un mirage financier pour la classe moyenne. C'est David contre Goliath avec des avocats hors de prix et un délai brutal de 60 jours. Bon, le Conseil d'État est formaliste, je te l'accorde, mais il y a des mécanismes gratuits, genre la CEDA, la Commission d'accès aux documents administratifs.
C'est spécifiquement fait pour obliger l'État à être transparent. Sauf que la CEDA, c'est l'exemple parfait de l'impuissance citoyenne. Des rapports wallons de 2024 montrent que ces décisions sont effrontément ignorées. Des communes comme Stouman ou la ville de Liège refusent carrément de transmettre les documents. Ouais, c'est hyper frustrant, je dois dire. C'est pire que ça. Tu as un projet immobilier contesté dans ta rue, la commune fait traîner le dossier, le temps que tu aies le document, les pelleteuses sont déjà là. Ce phénomène de non-recours transforme le citoyen en spectateur impuissant. Attends, faut séparer deux choses. Ce que tu décris, c'est de la mauvaise volonté administrative locale. C'est pas un échec de l'article 42. Ce n'est pas la particratie législative qui est en cause, c'est l'incivisme d'État. Mais cet incivisme découle directement du verrouillage partisan au sommet. La particratie a engendré une culture d'impunité telle que des magistrats parlent de la Belgique comme un étau voyou. L'expression est un peu forte, non? Pas quand on regarde la crise de l'asile. L'exécutif a refusé d'appliquer plus d'11 000 décisions de justice. La Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, a dû sévir dans l'arrêt Camara contre Belgique. Elle a pointé une carence systémique. C'est une crise complexe. Mais pourquoi le ministre n'est pas tombé? À cause de la discipline de parti. Le Parlement est muselé. Le président interdit à ses députés de voter une motion de méfiance. D'ailleurs, la CDH surveille de près l'utilisation de sanctions financières abusives contre les élus dissidents, comme on l'a vu avec l'arrêt Karasoni en Hongrie. Ah! Mais là, tu viens de mettre le doigt sur l'argument qui fait basculer le débat en ma faveur. Tu utilises la CDH pour prouver l'échec de la Belgique. Mais en réalité, cette jurisprudence supranationale, c'est le bouclier ultime de l'article 42. En condamnant le pays, je vois pas comment c'est une victoire. Parce que le droit européen prévient la pire des dérives. Il faut absolument parler du paradigme de l'arrêt européen Tomenko, rendu en 2025. C'est fondamental. Ah, l'affaire en Ukraine. Exactement. Mykola Tomenko, un parlementaire ukrainien, quitte son parti. L'Ukraine avait une loi qui permettait de déchoir légalement un élu dissident. Le mandat impératif dans toute sa brutalité et la CEDH a frappé ça d'inconventionnalité absolue. C'est une jurisprudence forte, je dis pas le contraire. Mais réalise l'impact pour nous. Ça veut dire que même si la particratie belge essayait demain de voter une loi pour confisquer légalement le siège d'un indiscipliné, le droit européen l'interdirait. C'est un bouclier infranchissable. La confiscation du siège n'arrivera jamais. L'élu conserve l'arme juridique ultime. OK, sur le plan strictement légal, l'arrêt Tomenko empêche les huissiers. La forme est sauve, mais on consacre le sauvetage d'une fiction. Comment ça, une fiction? Son mandat est protégé. Oui, il garde son pupitre et son chèque. Mais comment il survit dans les couloirs? L'élu dissident devient un fantôme. Le parti lui coupe les vivres, plus d'attachés de presse, plus de temps de parole, et il est ostracisé. Et comme le parti contrôle les dotations de campagne, l'élu disparaît aux élections suivantes. C'est rude, c'est la politique. C'est un mandat impératif officieux, une coercition totale maintenue par des chaînes invisibles. Et c'est cette réalité sociologique qui nourrit le cynisme des citoyens envers nos institutions. Ça nous amène à la synthèse de tout ça. C'est un paradoxe fascinant. De mon côté, je maintiens que l'architecture constitutionnelle, renforcée par des garde-fous comme l'arrêt Tomenko, empêche juridiquement l'instauration d'une dictature partisane. Le droit pose des limites claires. Et moi, je maintiens que, sociologiquement, la coercion partisane a tué le vrai débat parlementaire. L'omnipotence des présidents génère une opacité toxique, puis ça, ajouté à la difficulté de faire valoir ses droits, bien, ça éloigne dramatiquement le citoyen de sa démocratie. Ce qui est certain, c'est qu'on évolue sur une corde raide. On a besoin de la fiction juridique, de la liberté de l'élu, mais on s'appuie aussi sur le pragmatisme brutal de la particratie pour stabiliser le pays. Absolument. L'équilibre est super fragile, fait qu'il est crucial de ne pas tomber dans le fatalisme. Il reste plein de choses à explorer, comme des innovations citoyennes. Le tirage au sort, par exemple, pourrait court-circuiter cette logique de parti. Et les gens doivent s'approprier leurs droits de recours, même s'ils sont imparfaits. Tout à fait. L'édifice belge tient-il par la force de sa conception légale de 1831 ou par les étés rajoutés par les chefs de parti? On vous laisse le soin de tirer vos propres conclusions sur l'état de santé de notre démocratie. À la prochaine. Au revoir.